Bonjour à tous. Dans le cadre du module des urgences et thérapeutiques, j'ai été chargé de vous dispenser les cours dont l'intitulé est Conduite à tenir devant un asthme aigu grave. Il est de tradition de commencer par définir le sujet abordé en commençant par dire que l'asthme est une maladie chronique évolue par poussée, donc sous forme de crise, qui sont liées donc à un bronchospasme et une majoration de l'inflammation bronchique. L'asthme aigu grave est une détresse respiratoire aiguë qui cliniquement se traduit par une crise inhabituelle avec une obstruction bronchique sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Les formes graves peuvent nécessiter une hospitalisation en réanimation et le recours à la ventilation artificielle. Du point de vue physiopathologique maintenant, l'expression clinique et la gravité du tableau dépendent du degré de l'obstruction bronchique. Cette même obstruction est liée à deux phénomènes. Le processus inflammatoire avec l'œdème, l'apparition de l'œdème et les sécrétions bronchiques, dit crachat perlé de Laennec, et la contraction et la mise en jeu des muscles bronchiques sous l'effet de stimuli, qui soient spécifiques ou d'origine allergique, responsables de l'hyperréactivité bronchique. L'obstruction bronchique a bien évidemment des répercussions d'abord respiratoires, dont les plus importantes sont l'augmentation des résistances bronchiques, la diminution des débits respiratoires, surtout expiratoires, qui vont avoir pour conséquence la diminution du volume expiratoire maximal par seconde, qui correspond au volume d'air expiré pendant la première seconde d'une expiration dite forcée, suite à une inspiration profonde. Il est mesuré par la spirométrie. La deuxième anomalie, c'est la diminution du débit de pointe, peak flow, en anglais, qui est un appareil destiné à mesurer la vitesse maximale du souffle d'un patient asthmatique lors d'une expiration forcée. Il y a également une augmentation du volume résiduel qui se traduit cliniquement, ce qu'on appelle le trapping gazeux. Sur le cliché thoracique pratiqué chez le patient asthmatique montre à juste titre cette hyperinflation sous forme d'une horizontalisation des côtes, du diaphragme et un élargissement des espaces intercostaux. Au vu de toutes ces perturbations, le travail respiratoire va être important, avec une possibilité d'épuisement si la crise se prolonge ou en cas d'asphyxie aiguë. En plus des répercussions respiratoires, il y a des répercussions hémodynamiques, et du fait de la négativité de la pression pleurale à l'inspiration, au niveau du cœur droit, il va y avoir une augmentation de la précharge, c'est-à-dire du retour veineux, avec pour conséquence une dilatation du ventricule droit. Il s'ensuit ensuite un bombement du septum ou un bombement septal qui va gêner le remplissage ventriculaire gauche et donc augmentation de la post-charge. Le tout se traduisant cliniquement par l'apparition de ce qu'on appelle le pouls paradoxal, c'est-à-dire la diminution inspiratoire de la pression artérielle par rapport à l'expiration. Le poumon étant l'organe de fonction respiratoire par excellence, l'obstruction bronchique va être responsable d'une hypoventilation alvéolaire, avec apparition des zones qui vont être bien perfusées mais mal aérées, avec un rapport ventilation-perfusion définissant l'effet Chant. Quant au niveau gazométrique, on peut avoir une hypocapnie par hyperventilation et dans les cas extrêmes, une hypercapnie qui est un signe de gravité. Devant une crise d'asthme sévère, il est primordial de rechercher scrupuleusement les signes de gravité. La gravité se juge sur trois éléments: le profil de la maladie, le profil du malade et les signes de gravité associés à la crise. Quant au profil de la maladie, on s'intéressera au degré de contrôle de la maladie, au degré de l'instabilité, surtout s'il y a apparition de crises qui deviennent de plus en plus sévères et de plus en plus rapprochées. Un renforcement récent du traitement, en cas d'échec du traitement habituel, un séjour ou une consultation au milieu hospitalier en urgence. À cela, il faut ajouter l'appréciation de l'acceptabilité de la maladie, parce qu'en général, le patient refuse la maladie, rechercher s'il y a un niveau socio-économique bas, donc une mauvaise observance du traitement pour des causes
Les signes de gravité sont de trois ordres. D'abord respiratoire, un certain nombre d'éléments sont à rechercher, tels que l'apparition d'une dyspnée qui devient de plus en plus sévère par rapport à d'habitude, la difficulté à la parole, la recherche d'une position dans laquelle le patient peut respirer plus ou moins normalement, l'apparition d'une tension ou d'une contraction permanente des sternocléidomastoïdiens, c'est-à-dire la mise en jeu des muscles accessoires pour améliorer la respiration. On va s'intéresser à calculer la fréquence respiratoire. En général, on va retrouver une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, qui définit la polypnée, et une désaturation inférieure à 90% au saturomètre. Il faut rechercher également s'il y a une pause respiratoire ou une respiration abdominale paradoxale, c'est-à-dire la mise en jeu de la sangle abdominale pour mieux respirer, et bien sûr examiner les extrémités des muqueuses à la recherche d'une cyanose et des sueurs. L'auscultation, on va rechercher les sibilants classiques de la maladie asthmatique qui peuvent être très importants aux deux temps respiratoires, c'est-à-dire lors de l'inspiration et de l'expiration, et aux deux champs pulmonaires. Dans les cas extrêmes, on peut avoir carrément un silence auscultatoire, on ne va rien écouter, et cela témoigne de l'importance et de la gravité de l'obstruction bronchique. Sur le plan cardiovasculaire, on retrouve fréquemment une tachycardie sinusale supérieure à 120 battements par minute, et il faut rechercher le pouls paradoxal dont on a parlé dans la plaque précédente. Le patient est souvent anxieux, voire agité, et selon les conditions d'examen, on pratiquera une mesure de débit de pointe ou peak flow, où on va retrouver une valeur inférieure à 150 litres par minute, ou des valeurs inférieures à 30% par rapport aux valeurs théoriques. Si on peut faire la gazométrie, c'est-à-dire le dosage des gaz du sang, on va retrouver une hypoxémie qui est importante, voire franche, une normocapnie, lorsqu'il y a une respiration plus ou moins tolérée. Dans les cas extrêmes, on va retrouver l'hypercapnie qui est un signe de gravité. Alors, un mot sur le débit de pointe. Il est important d'assimiler la technique de mesure que vous avez en face de vous, la position, la façon de respirer dans l'embout buccal et la mesure, comment elle se pratique. Et les valeurs obtenues seront interprétées en fonction de l'âge et du sexe, bien évidemment, parce qu'il y a des différences. On peut évaluer à ce moment-là donc le degré de l'obstruction, et ce DEP permet aussi d'évaluer la gravité initiale et l'évolution ce traitement. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, et après recherche des signes de gravité, la prise en charge va comporter des axes invariables systématiques tels que l'oxygénothérapie, l'utilisation de bronchodilatateurs et de la corticothérapie. Une surveillance est instaurée toutes les 15 minutes, tant sur le plan clinique et par mesure du débit de pointe. L'oxygénothérapie, on va s'atteler à obtenir une saturation entre 94 et 96% avec un débit suffisant d'oxygène qui est administré soit par sonde nasale, soit au masque facial. Pour ce qui est des molécules utilisées dans le traitement de l'asthme aigu grave, soit utilisées en monothérapie ou souvent en association, et qu'en première intention, nous utiliserons les bêta-2 mimétiques selon 4 modalités qui s'offrent à nous, à savoir en spray doseur, la voie subcutanée, la nubilisation et la voie parentérale par voie de perfusion veineuse continue. On prendra en exemple le salbutamol, donc qui est dans la posologie est augmenté en cas d'inefficacité bien sûr, soit en nubilisation à raison de 5 mg sous 6 litres à 8 litres d'oxygène par minute, en 15 à 20 minutes, 3 fois pendant la première heure, soit en IV à raison de 0,25 à 0,5 mg par heure, et on peut augmenter crescendo jusqu'à obtenir 5 mg par heure. Aux thérapeutiques précédentes, on peut utiliser des anticholinergiques qui sont un appoint thérapeutique dont le chef de file est le bromion-dipratropium qui est administré en spray à condition d'avoir une chambre d'inhalation ou en nubilisation à raison de 500 microgrammes 3 fois pendant la première heure et toujours associé au bêta-2 mimétique.
L'adrénaline, que vous connaissez tous, qui est un bêta-2 mimétique non spécifique aux effets alpha, qui est un produit de choix lorsqu'il y a un collapsus cardiovasculaire associé. Alors, soit elle est utilisée en nubilisation à raison de 1 à 2 mg ou en subcutané à 0,25 à 0,5 mg. Le sulfate de magnésium, qui est aussi un effet bêta-2 mimétique, qui est utilisé par voie intraveineuse à raison de 1 à 2 g en 20 minutes. La corticothérapie est utilisée pour ses effets anti-inflammatoires, puisque nous avons dit sur le plan physiopathologique que l'obstruction bronchique est liée à l'inflammation. Donc, on va utiliser la corticothérapie pour ses effets anti-inflammatoires, à raison de 80 à 160 mg par jour. Le relais se fera le plus tôt possible par voie orale, prolongé sur 8 à 10 jours, sous couvert de corticoïdes inhalés. Les traitements adjuvants comporteront une correction de la déshydratation qui est fréquente chez les patients asthmatiques qui présentent un asthme aigu grave, par une réhydratation souvent par voie intraveineuse à raison de 2 à 3 litres de sérum salé à 9 pour 1000 sur 24 heures, corriger et contrôler les problèmes ioniques, notamment la kaliémie, la glycémie, qui est souvent perturbée. Il y a aussi le problème de l'antibiothérapie. Elle n'est pas systématique dans l'asthme aigu grave, sauf s'il y a notion d'infection pulmonaire documentée. Et qu'à la fin, il faut noter que certains médicaments sont dangereux, voire contre-indiqués en cas d'asthme aigu grave, tels que les mucolytiques, les sédatifs et les anti-arythmiques. En cas d'asphyxie aiguë et de détresse vitale ou d'arrêt respiratoire, la ventilation artificielle est de mise. Quoique ces indications sont de plus en plus rares, la ventilation mécanique représente la technique de référence, notamment sur sonde d'intubation trachéale, dont l'objectif principal est d'assurer une ventilation et une oxygénation correcte. En conclusion, on dira que l'asthme aigu grave est une détresse respiratoire aiguë qui peut mettre en jeu le pronostic vital. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique, que son diagnostic ne pose pas de problème en soi. Ce qu'il faut savoir que devant tout asthme aigu grave, il est essentiel d'identifier les patients qui présentent des signes de gravité qu'il faudra rechercher et ou à risque pour décider au mieux du mode de prise en charge ultérieur et l'orientation du patient. Et qu'enfin, l'arsenal thérapeutique à notre disposition actuellement permet une prise en charge optimale avec un meilleur pronostic. Je vous remercie.